BFM Business, l'heure H, le rendez-vous du Cercle des économistes. Bonsoir à tous et bienvenue dans l'heure H, dans ce rendez-vous du Cercle des économistes, comme tous les lundis soirs. Ce soir, autour de la table, Jacques Mistral, directeur de la recherche du Brookings Institute, évidemment membre du Cercle. Bonsoir Jacques. Bonsoir. On va rappeler que vous avez été conseiller à Washington, donc évidemment on parlera avec vous plus de l'aspect de Donald Trump. Michel Didier, bonsoir. Vous êtes président de ce Rexecode. Merci d'être là ce soir. On parlera peut-être plutôt de la situation en France, justement, mais le lien entre vous deux, c'est combien l'incertitude politique peut peser justement sur l'économie. Et puis le lien avec tout ça, c'est évidemment Emmanuel Le Chypre qui est avec nous ce soir. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir Edwige. Par qui je commence? Par vous Michel Didier. Est-ce que vous pensez qu'il y a énormément d'incertitudes politique, ça c'est le moins qu'on puisse dire, mais est-ce que ça a des conséquences justement sur le plan économique? Il y a des bons indicateurs, mais est-ce qu'à votre avis, ça peut commencer à peser? Alors si on part de la conjoncture, on constate quelque chose qui est un peu surprenant, qui est par rapport à ce qu'on pensait il y a 3 mois, c'est qu'on a eu un rebond général des indicateurs de conjoncture à la fin 2016 et ça continue en janvier. Alors on se demande un peu pourquoi. Ceci étant dit, cette amélioration, elle concerne pour l'instant essentiellement des indicateurs d'opinion. Il n'y a pas encore vraiment dans les chiffres observés, dans les faits, dans les indices de production, le dur, ça ne s'est pas encore traduit. Alors pourquoi ces améliorations d'opinion générale que la bourse d'ailleurs avait bien sanctionné par le décalage qu'on a connu en fin d'année 2015, qui ne se poursuit pas d'ailleurs, 2016, qui ne se poursuit pas en 2017. Je pense que derrière tout ça, c'est quand même l'effet Trump, qui, avec ses baisses d'impôts massives, ses relances budgétaires, les gens considèrent qu'il va y avoir de la croissance, un peu plus de croissance aux États-Unis, que ça va avoir des effets positifs sur nous, etc. Ça, c'est, je dirais, le côté court terme de l'effet Trump. Après, il y a l'effet plus long terme, on en parlera sûrement tout à l'heure, c'est le protectionnisme, c'est les effets de retour. Mais sur la France? Et sur la France, c'est comme les autres pays. On observe, comme pour tout le monde, une amélioration de la situation des indicateurs de conjoncture courts. Juste, Michel, on aura les chiffres du PIB demain matin. Vous attendez quoi chez Rexecode? On attend 0,4. D'accord. Ce qui va te faire une croissance de cette année, de l'année 2016, modeste, à peine supérieure à 1%. Ouais, donc c'est pas avec ça. En plus, qu'on va faire des réformes, parce qu'évidemment, si en 2016 c'est à peu près 1%. Il y a des réformes, etc. Oui, mais enfin, je veux dire, c'est plus difficile de le faire dans ce contexte un peu mollasson. Jacques Mistral, alors vous, comment vous réagissez? Vous êtes inquiet? Pour commencer, je vais avoir un point de vue un tout petit peu différent de celui de Michel. Tant mieux. Donc c'est voilà. Bien sûr, aux États-Unis, les marchés ont compris en 24 heures qu'ils avaient un ami à la Maison-Blanche et que les baisses d'impôts et tout le reste ne pouvaient que faire du bien à leur portefeuille. Et donc la bourse, sans réfléchir plus loin, effectivement a connu un parcours très positif. En Europe, il y a peut-être eu un effet décalé simplement de cette bonne performance américaine, mais pour la conjoncture réelle dont on parlait, je crois, qui est un petit peu éclaircie, pas encore géniale, mais un petit peu éclaircie, je pense que c'est un trait commun à beaucoup de pays d'Europe et que ça renvoie plutôt à des fondamentaux européens. C'est-à-dire qu'on a retrouvé une petite marge de croissance en Europe, très insuffisante évidemment, mais qui tient quand même à l'éclaircissement d'un ciel européen. Oui, alors ma question, je la répète, qu'elle n'était pas suffisamment précise, c'est-à-dire que, je ne sais pas, pendant que nous parlons, François Fillon est entendu actuellement par des juges, par le parquet financier. Mais ça, c'est de la Ligue 2, ça, oui, c'est de la deuxième division mondiale. Ça a un impact, comme il a dit, qui ne serait pas candidat si c'était mis en examen, ça a un impact quand même sur les 100 prochains jours, notamment par rapport à la situation politique. Est-ce que ça peut avoir un impact sur la conjoncture française? Oui, non, des trois économistes. À ce stade, non. À ce stade, non. À ce stade, non, c'est ce que vous avez dit, Michel. Oui, c'est pas. Enfin, là, on est dans les écrans de télévision. On n'est pas dans la. Ça tombe bien. Oui. Ça tombe bien. Emmanuel Le Chypre, vous pensez aussi, ça n'aura aucun impact sur le moral des patrons et des Français?
sur leur décision. Sur leur décision. Probablement. Ce qu'ils voient, si vous voulez, c'est qu'effectivement, non mais les périodes préélectorales sont quand même des périodes un peu perturbées. Je ne sais pas si vous vous rappelez, le premier semestre 2012, par exemple, c'était un semestre dans lequel il ne s'était rien passé. Et prenez le marché immobilier, prenez l'investissement des entreprises au premier semestre 2012, mais parce que vous aviez des choix polaires. Là, aujourd'hui, qu'est-ce que se disent les patrons? Que il y a quand même 70% de chances que le prochain locataire de l'Élysée soit quelqu'un qui sera quand même globalement pro-entreprise. Si vous prenez Emmanuel Macron ou si vous prenez le candidat... C'est Marine Le Pen en tête, ce genre. Non, mais au premier tour. Mais si vous regardez au deuxième tour, la probabilité que ce soit ou Emmanuel Macron ou François Fillon, qui sont quand même des gens qui ont des programmes qui vont au moins dans le même sens que celui de François Hollande, voire au carré ou au cube sur les réformes du marché du travail pour François Fillon. Donc ils se disent que globalement, il y a quand même beaucoup de chances qu'on ait, après 2017, quelqu'un qui soit plutôt pro-business, entre guillemets. Oui, mais je veux dire, aujourd'hui, ça ne va pas influencer les décisions immédiates. Non. Si vous dites qu'il y a beaucoup de chance, ben, ils vont attendre. Non mais Michel, il y a quand même un point majeur. C'est dans moins de 100 jours. Hein, non mais quand on voit le point quand même, là où il y a du concret, c'est quand même, quand vous regardez la confiance des ménages qui est au plus haut depuis 10 ans, la principale explication spectaculaire, c'est l'opinion sur le chômage, avec une opinion sur ça baisse énormément. La peur du chômage diminue énormément, Michel. Alors allez-y, Michel, défendez-vous. L'explication, elle est très claire. C'est que le pouvoir d'achat a enregistré les effets de la désinflation. Et la consommation, depuis 2 ans, est forte. Et quand la consommation est forte et que le pouvoir d'achat s'améliore, les indices d'opinion montent. C'est ajouté à cela le plafonnement puis le retournement du chômage. Mais d'abord, c'est très récent. Et la remontée des indices d'opinion des ménages, elle est très ancienne, elle date de 3-4 ans. Bon. C'est-à-dire vraiment, elle correspond à la chute massive du prix du pétrole. Mais il y a aussi, et nous avons publié ce matin un document sur le point annuel de compétitivité annuelle de la France. Bon, pour l'instant, la compétitivité, on n'en voit pas encore la trace de l'amélioration. On a eu une énorme baisse de compétitivité depuis 2000, qui est d'ailleurs rigoureusement parallèle à ce qu'on observe dans l'industrie. La part de l'industrie dans l'Europe, c'est exactement la même courbe que la part des exportations françaises en Europe. Donc il y a une perte de substance industrielle. Vous sentez bien que tout ça, il va falloir des années pour le remonter. C'est pas parce que le moral à court terme s'est un petit peu amélioré que ça change grand-chose à court terme. C'est là que la politique économique qui viendra après mai 2017 est essentielle. Oui, on viendra peut-être en détail sur votre enquête dans un instant, mais je me tourne quand même vers Jacques Mistral, parce que lorsqu'on voit aussi ce qui se passe aux États-Unis, je fais un petit peu le parallèle quand même, parce que c'est sûr que les États-Unis sont en avance de 6 mois par rapport à notre timing politique, mais si ça se trouve, on pourrait avoir aussi un président qui va prendre, enfin même tous, parce qu'ils ont, y compris François Fillon, ils vont œuvrer par ordonnance. Le président Trump, lui, sa première semaine, c'est une première semaine de folie, non? Et lorsqu'on voit son fameux décret anti-immigration, donc d'interdire au moins pendant 3 mois à des étrangers de venir sur le sol américain quand ils viennent de 7 pays différents, avec l'impact que ça a sur la Silicon Valley, mais pas seulement, sur toutes les entreprises. Jacques Mistral, vous qui avez habité longtemps à Washington, vous étiez à l'ambassade, faut-il le rappeler, vous vous dites quoi? Vous vous dites c'est de la folie, c'est de la... La première chose que je me dis, c'est que je comprends... Qui respecte son programme. Plus pays, n'est-ce pas? Je croyais effectivement, après y avoir vécu 6 ans et y être retourné nombreuses fois, je comprends. Bon, la deuxième observation, c'est que de semaine en semaine, on va de choc en choc. C'est-à-dire qu'il y a 10 jours, il y a 12 jours, on pouvait imaginer que le président élu allait faire un discours sur d'intronisation qui introduirait à la fois un reflet de sa campagne, c'est logique qu'il parle à ses électeurs, mais introduirait aussi un peu le sens de ce qu'il a approché de grandes responsabilités. Donc on n'a rien eu de cela. Et une semaine plus tard, on voit que ça n'a toujours pas effleuré. Il applique son programme, qu'il avait dit. C'est vrai qu'en France, on trouve ça un peu surprenant. C'est ce que me soulignait avec ironie Nicolas Dupont-Aignan tout à l'heure. Mais est-ce que c'est pas ça? C'est qu'il a dit qu'il ferait quelque chose, il le fait. Oui. Alors effectivement, on peut commenter de manière positive les choses de cette manière. Le respect des paroles. C'est simplement désolant, effectivement, l'ensemble de la manœuvre qui aboutit à ces décisions et qui font que, pour le coup, là, l'incertitude va devenir immense
Hein, on va peut-être réfléchir un peu en détail. Il y a cette incertitude sur l'état de l'économie mondiale. Je pense que l'euphorie qu'on commentait tout à l'heure, consécutive à l'élection de Trump, est extrêmement trompeuse, que les chefs d'entreprise qui se sont réunis à Davos donnent un témoignage de grande naïveté, en croyant qu'il suffit qu'on baisse leurs impôts pour que le monde aille mieux. C'est pas de naïveté, parce que moi j'étais, c'était pas de la naïveté, c'est qu'ils n'ont pas le choix. Le marché américain est tellement important pour eux qu'ils ne peuvent pas se mettre à dos Donald Trump. C'est presque plus du réalisme ou du cynisme. Non, mais c'est pas là que je veux en venir. Le point vers lequel je veux attirer l'attention, c'est le fait que lorsqu'on commence lorsqu'on aborde les relations avec le reste du monde sur un mode agressif, il faut s'attendre à ce que le reste du monde réagisse. Et il n'y a pas et le fait que l'Amérique soit grande, eh bien l'Europe est un très vaste marché aussi, et la Chine est également une puissance économique. Donc si on poursuit dans la direction sur laquelle il a donné des signes extrêmement inquiétants, mais qui ne touchent pas encore au protectionnisme, mais si on poursuit dans cette direction, alors on est à deux doigts d'amorcer un processus dont on perdra le contrôle. On perdra le contrôle, c'est les gouvernements, les institutions internationales. Et quel pourrait être ce processus? Eh bien, c'est un processus dans lequel, une fois que les barrières commencent à être redressées, on part, puisque c'est le sujet dont la promesse de campagne suivante, c'était d'augmenter les impôts et les tarifs sur les produits mexicains ou sur les produits chinois. Alors, prenons les produits chinois, par exemple. À supposer que ils introduisent, pour faire plaisir à ses électeurs de Pennsylvanie, des tarifs sur l'acier chinois. Les Chinois, qui sont en situation de surcapacité monstrueuse, qui peuvent tuer tout le reste de l'économie et de la sidérurgie mondiale, dirigeront une partie de leurs exportations supplémentaires vers l'Europe. Et croyez-vous qu'on laissera faire à ce moment-là? Non, bien sûr. Donc on va, nous aussi, entrer dans ce jeu, plus ou moins vite, mais on ira dans cette direction, parce que la pression pour le faire sera insurmontable. Est-ce que sur les États-Unis, je peux dire un mot Alors rapidement, Michel, après Emmanuel Le Chypre. Non, je pense que je voudrais juste vous rapporter un peu le mot d'ordre qui circule aujourd'hui dans les états-majors des grandes entreprises américaines. Je vais le dire en anglais, mais Emmanuel va traduire en français. C'est « hoping the best, planning the worst ». Ça veut dire espérer le meilleur, et prévoir le pire, etc. Ouais. Mais préparez-vous au pire. Et je pense personnellement, et là je rejoins tout à fait Jacques Mistral, que le protectionnisme est aujourd'hui un vrai danger. Parce que, pourquoi? L'élection de Trump n'est pas un hasard. C'est une montée quand même de mécontentement des Américains, mais on peut transposer assez facilement à d'autres zones des pays développés, contre ce constat qu'ils font que depuis la crise financière, notre pouvoir d'achat augmente 2 fois moins vite qu'avant. 2 fois moins vite qu'avant. La crise, le rebond dont on parlait tout à l'heure, qui existe, mais il est 2 fois moins rapide que toutes les reprises antérieures. Bon. Donc comme ça fait une augmentation de pouvoir d'achat en gros de 2% l'an de PIB, moins 1% de population, on a 1% d'augmentation du pouvoir d'achat, comme il profite pas à tout le monde, il y a une grande partie des Américains qui ne voient rien. Bon. Quelle est la réaction? C'est de dire on va se protéger. Et ce même mécanisme, je crains, les opinions, c'est pas uniquement M. Trump, c'est que les opinions publiques deviennent favorables au protectionnisme. On voit, c'est l'impact qu'on voit. Le seul endroit où on ne le voit pas, c'est en Allemagne en l'occurrence. Emmanuel Le Chypre. Non mais il faut bien voir que si le programme de M. Trump est appliqué tel quel, c'est une catastrophe pour les entreprises américaines. Parce qu'il faut bien voir que c'est trompeur. Le marché nord-américain, le fameux ALENA, en fait, si vous prenez Canada, États-Unis, Mexique, aujourd'hui ça ne forme plus qu'une seule économie intégrée. Vous avez 40% de la production des uns qui est fabriquée par des composants fabriqués chez les autres. Donc il faut bien voir que les entreprises américaines ont énormément à perdre dans tout ça. Parce que même si vous prenez l'idée que la bourse monte à cause des perspectives de baisse d'impôts ou de rapatriement de capitaux, mais ça baisse, ce sont des hausses pour de très mauvaises raisons, parce que la compétitivité et l'état de l'entreprise américaine, elle est néfaste. Et donc, moi j'ai du mal à croire que M. Trump ira jusqu'au bout, parce que M. Trump, on commence à le connaître. C'est-à-dire qu'il se comporte exactement. Moi je ne compte pas
je n'espérais même pas, contrairement à Jacques, qui est un vrai humaniste, qu'il s'élèverait Donald Trump. Non, il gère son pays comme une entreprise. Sauf qu'il n'a pas compris que il n'est pas actionnaire majoritaire des États-Unis, contrairement à l'empire Trump. Sauf que le jour où il réalisera quand même que c'est catastrophique pour les entreprises de son pays, en bon businessman, je pense qu'il osera quand même. Mais entre-temps, il y aura eu peut-être des dégâts. Ah oui, mais peut-être non. Jacques Mistral. Oui, donc ce qui est intéressant dans cette discussion sur l'avenir, sur la façon dont Trump peut tenir d'autres promesses de campagne, c'est de savoir si on va voir se manifester ce que beaucoup espéraient quand même, pas simplement par humanisme, mais par le jeu des institutions politiques américaines, ce qui est un peu plus concret, c'est-à-dire l'existence de contre-pouvoirs, de check and balances. On voit déjà notamment sur ce fameux décret anti-immigration. Avec le jugement qui a été prononcé par le pouvoir judiciaire. Bon, mais l'élément essentiel, par exemple, et en particulier pour l'économie, le contre-pouvoir majeur, c'est le Congrès. Or, le Congrès, et les républicains en particulier, on ne les a pas vus beaucoup bouger. Attendez, Jacques, parce que quand les midterms vont arriver, quand les élections de mi-mandat vont arriver, et que je suis prêt là-dessus. Dans leur région, dans leurs États, ils vont peut-être commencer à voir des gens qui se disent, mais attendez, le protectionnisme, ça fabrique de l'inflation, notre pouvoir d'achat, etc., et que les gens vont commencer à râler. Est-ce qu'ils vont pas quand même commencer à lâcher Trump? Alors, Emmanuel, vous avez absolument raison d'évoquer cette particularité du système américain, c'est qu'on vient de passer un cycle et que tous les élus de la Chambre sont en campagne pour leur élection dans 15 mois, maximum. Dans 15 mois, ils ne pensent plus qu'à une chose, c'est leur élection. Et donc, je vois très bien M. Trump tenir un petit carnet avec tous les élus qui vont lui barrer la route, là. Vous voyez, le chip barré. Donc, ta réélection en Iowa, c'est pas gagné. Et donc, je pense qu'il va... le Parti républicain n'ayant, avant l'épreuve, manifesté aucune volonté d'agir de manière constructive... Est-ce que Jacques Mistral, est-ce qu'il y a une chance, parce que certains en rêvent, mais évidemment ils ne sont pas pro-Trump, qu'il y ait un impeachment, une procédure lancée contre Donald Trump? Moi, ce que m'ont dit mes amis américains, pour l'instant, et je n'ai pas étudié en détail, mais c'est que pour l'instant, on n'en voyait pas le début. D'accord, ok, voilà. Oui, ça paraît assez... Mais ça peut arriver. Un congrès démocrate après les midterms. Il faut quand même... oui, mais enfin, il faut quand même une raison très substantielle pour lancer. Le conflit d'intérêts, ça peut être ça par rapport notamment à... Les conflits d'intérêts, ça c'est possible. Il faut que l'opinion soit d'accord. C'est pas possible. Voilà. On est quand même dans un... Je crois qu'il est très sensible à l'opinion. Il a su la capter. Il va peut-être avoir des bons résultats économiques. Ça va plaire à l'opinion. Et finalement, il n'y a pas de choses qui vont le bloquer à court terme. Quelle est la réalité? Parce qu'on voit bien que le premier accroc entre Trump et notamment le monde économique et les entreprises, c'est ce de décret anti-immigration avec des Mark Zuckerberg, le patron de Google, de Microsoft, etc., qui montent au créneau en disant c'est pas possible, ils travaillent tous pour nous. Enfin, il y a des Iraniens, des Irakiens, etc. Oui. Est-ce que ça peut avoir un véritable un contre-pouvoir là pour le coup? Parce que vous disiez, je sais pas, qu'il y a Michel Didier. Non, mais bon, il faut savoir que Trump n'a jamais été aimé du tout de la Californie et des patrons des GAFA, etc. C'est des grands bons. Mais là, il y a le patron de Starbucks qui est prêt à embaucher des gens. Le gros, l'industriel, le lourd, disons, des États-Unis. Donc peut-être que les réactions de Jacques, et après on viendra sur la France, vont le faire évoluer. Il faut espérer quand même. Bon. L'immigration, il faut le savoir, est le sujet qui divise le plus le Parti républicain. Pendant toutes les années que j'ai passées là-bas, il y a eu des projets récurrents et c'est un sujet qui oppose absolument deux fractions à peu près égales du Parti républicain, les entreprises qui souhaitent de la manœuvre bon marché qu'on entend là, et la fraction conservatrice qui ne parle que de la loi et de l'ordre et considère donc tous les illégaux comme... Ça n'existait pas à l'époque encore, on disait pas ça, mais comme des terroristes potentiels. Et donc, il a joué une carte là dans laquelle il est pas sûr que le Parti républicain restant divisé, il est pas sûr que la fraction allant sur le plan économique puisse l'arrêter sur cette voie. Oui, ça c'est un point intéressant. Il nous reste quelques minutes, je voudrais revenir donc plus tôt sur l'Europe et sur la France en l'occurrence, sur l'enquête que vous avez publiée ce matin, Rexecode, une enquête annuelle, en l'occurrence c'est ça qui est intéressant, qui montre que la France recule à l'export. J'ai envie de dire, donc ça veut dire perte de compétitivité. Intéressant lorsqu'on voit les conséquences un peu dans les programmes, les différents programmes, enfin les mesures que prendraient les candidats à l'élection présidentielle. Absolument. Alors,
il faut être nuancé. Il faut nuancer. Rapidement, oui. On a perdu beaucoup de parts de parts de marché pendant un certain nombre d'années. C'est en train de se freiner. On a encore perdu en 2016 un petit peu, ce qui est un peu surprenant parce qu'il y a eu quand même une politique pro-compétitivité qui a été menée depuis D'ailleurs, dans l'étude 3 ans. Michel, on voit des germes de redressement de Absolument, la compétitivité. absolument. Et la compétitivité coût, c'est-à-dire l'écart d'évolution des coûts salariaux, notamment unitaires, entre la France et l'Allemagne, se sont renversés. Je pense simplement que la compétitivité, c'est un navire qui avance avec beaucoup d'inertie, et que pour inverser ce mouvement, il faut du temps. Et donc, je pense que le CICE a un effet, les baisses de charges ont un effet, mais qu'on n'en voit pas encore complètement la trace. Mais ça va venir. Bon. Ça va venir, mais compte tenu du fait qu'on baisse encore, je pense qu'il faut continuer. Parce que si on ne continue pas, on ne va pas amorcer ce dont on a besoin, c'est-à-dire de redresser nos parts. Est-ce qu'il faut continuer avec le CICE ou est-ce qu'il faut arrêter le CICE et bien faire des baisses de charges, comme le disent... C'est pas très différent. Je sais pas, il y en a certains qui nous expliquent que c'est très différent. On est d'accord, mais il faut en effet que le coût du travail continue d'aller moins vite que les gains de productivité. Il faut remonter les gains de productivité, c'est la recherche, l'innovation. Enfin, c'est tout un ensemble de politiques économiques. Moi, personnellement, je pense qu'on peut encore baisser les charges. C'est mieux de les baisser en baissant le taux de charge, tout simplement, plutôt que des montages absolument incroyables. Bon. Mais je suis pas sûr qu'on puisse aller encore extraordinairement loin en baisse de charge. Parce que tout ça finance quand même la sécurité sociale, on a besoin de financer. Et je pense qu'il y a un autre sujet qu'il faudra regarder, c'est la baisse du coût, des coûts fiscaux sur la production des entreprises. On est le pays, on a 40 milliards de plus de coûts sur les coûts de production. C'est beaucoup de la fiscalité locale, et peut-être qu'il faudra un relais de ce côté-là. Jacques Mistral. Oui, je ne peux que souscrire. Alors je vais le dire à ma manière, c'est-à-dire que depuis 15 ans, c'est l'erreur bipartisane, comme on dit, la plus partagée. Il a fallu attendre donc le remplacement de Jean-Marc Ayrault par Manuel Valls, c'est la clarification de la politique économique de ce quinquennat, pour finalement arriver à interrompre jusqu'à présent la dégringolade qui était en cours depuis. Et ce qui est stupéfiant dans le débat de politique économique français, c'est qu'il y a derrière cette perte de part de marché qu'évoque Michel Didier, il y a les centaines de milliers d'emplois qui font défaut, parce que évidemment avec les effets de multiplication qui résultent de... C'est pas un miracle que l'Allemagne soit bien portante, elle n'a pas perdu de part de marché. Elle a gagné. C'est tout l'enjeu, en l'occurrence, de cette campagne. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été avec nous. Merci Emmanuel Le Chiffre, à qui j'ai supprimé sa parole pour sa conclusion. Merci beaucoup. Merci Jacques Mistral. Merci Michel Didier. Voilà, c'est la fin de ce rendez-vous. Tout de suite, Fabrice Lundy et ses décodeurs. Bien sûr, nous on se retrouve demain pour l'orage à 12h30.